échanges commerciaux entre la Chine et la République démocratique du Congo évalués à 21,9 milliards de dollars en 2022. Situation de l'Est de la République démocratique du Congo, les prêtres et les consacrés demandent l'implication du pape pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Lutte contre la corruption, la République démocratique du Congo gagne 3 points dans les classements Transparency International. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Amis téléspectateurs, j'ai la notion de but que je reçois pour vous aujourd'hui, les jeunes du Amdeko. Je me recommence avec Madame Bernadette Anganawa. Voilà, elle est communicatrice du Amdeko. Oh, bonjour Madame Bernadette, bienvenue sur le plateau de l'État de la Nation. C'est pour la première fois qu'elle participe. Exactement. Comment allez-vous? Madame, je vais bien, merci. Salut aussi les téléspectateurs. Bon, je salue les téléspectateurs, tous ceux qui me suivent en ce moment-là. Je vous salue, je vous aime beaucoup et je demande que vous restiez branchés pour écouter ce que nous allons dire maintenant là. C'est pour l'intérêt du peuple, de la population et tout. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Madame Bernadette. Je tiens à vous présenter un habitué de cette émission État de la Nation. Il s'agit bel et bien de M. John Mayeli, porte-parole du Amdeko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Estine. Je vous réitère mes vœux de bonheur, de grâce, de faveur. Alors bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, particulièrement à ma famille politique, le mouvement des démocrates congolais, à notre autorité morale, M. Gabriel Mokia, au cadre de que ce soit dans la communication du parti, et cela montre la grandeur d'esprit aussi de notre président Gabriel Mokia, parce que c'est un monsieur qui a un niveau très élevé en politique, mais qui travaille avec les compétences, qui travaille avec les jeunes, qui donne à tout le monde sa chance. C'est pourquoi vous voyez madame aujourd'hui, je pense qu'en long et large, elle va parler d'elle, elle va parler de ses ambitions, qu'est-ce qu'elle est venue faire au MDECO. Moi, je suis en train seulement de dire à certaines forces politiques de pouvoir... de ne pas pouvoir étouffer les compétences, de ne pas pouvoir étouffer cette fougue de la jeunesse, de ne pas pouvoir étouffer cette crème intellectuelle, de pouvoir la donner un espace pour opérer et puis un espace pour agir. Donc c'est ça en tout cas. Merci beaucoup M. Diomaye. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà commencer avec Madame Bernadette. Voilà. Madame Bernadette, vous êtes... au Amdeko, ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? Bon, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps que je viens d'adhérer au Amdeko. Ça peut faire combien de mois? 2 mois, je pense. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Quelles sont vos motivations? La motivation, en fait, qui vous a poussé à adhérer au Amdeko? Bon, d'entrée de jeu, je peux dire que je suis une femme qui... J'ai vraiment des ambitions politiques. Depuis mon jeune âge, j'ai vraiment des ambitions politiques. Vraiment cette avis-là de révolutionner les choses en fait. Vous voyez cette passion-là qu'avait Patrice Emery Lumumba. C'est ce qui m'a vraiment motivé de faire la politique, de prendre les relèves que là où il s'est limité, là où Patrice Emery Lumumba n'a pas pu faire, que nous aussi jeunes que nous sommes, nous puissions prendre les bâtons et puis relever en fait les défis, faire des choses. C'est ce qui a fait que je garde mes ambitions politiques jusqu'en ces jours où je trouve l'MDECO comme parti qui accueille tout le monde
et tous les jeunes qui ont des ambitions politiques, qui veulent œuvrer dans la scène politique, l'aime de comment faire cette chance en fait de pouvoir réaliser mes rêves, de pouvoir exercer tout ce que j'avais comme ambition. C'est maintenant là que j'ai compris que c'est maintenant le moment que je puisse prendre les bâtons en main, que je puisse prendre les relèves de ce que je pensais depuis le jeune âge. Donc en fait, le MDECO vraiment m'a offert cette chance-là de pouvoir me retrouver en fait sur la scène politique et faire ce que je pensais faire, ce que j'imagine faire depuis longtemps. Donc le MDECO vraiment c'est un parti qui a qui incarne le patriotisme en fait, l'amour de la patrie, qui a de l'amour pour tout le monde, pour le peuple entier, pour le Congo entier. Ça donne des opportunités, ça donne des chances de pouvoir faire tout ce que tu veux en fait, de te développer sur le plan politique, sur tout le plan. Donc c'est vraiment là les jours où même je suis allée là-bas, j'ai attendu idéologie parce que le président Gabriel Mokia, c'est aussi une personne que j'ai suivie dans des réseaux sociaux, dans des médias, je le suivais et puis sa pensée, ses réflexions m'en tiraient en fait. J'étais vraiment attirée par ses réflexions, par tout ce qu'il disait. Vraiment, je voyais, c'est une personne qui incarne le patriotisme. C'est vraiment les descendants de Lumumba qui veulent l'intérêt du pays, qui veulent l'intérêt de la population, sans discrimination, sans, je peux dire, sans être parti pris. Ça vraiment, ça me touchait enfant. Et je me disais, bon, de quelle manière je pouvais arriver à adhérer dans ces partis, comment est-ce que je pourrais me retrouver un jour sur la scène politique. Et puis avec le temps, j'ai eu deux personnes qui m'ont approché vers le MDECO et puis le même jour je suis arrivée, je n'ai pas hésité d'adhérer, j'ai ma carte, ça y est ici, dans le même jour, parce que c'est ce que j'ai pensé depuis longtemps, c'est que j'avais comme envie. Et puis le jour, sans hésitation, je me suis adhérée, j'ai eu ma carte et puis j'ai commencé mes activités parce que c'était quelque chose que je pensais depuis longtemps. Et puis Gabriel Mokia, c'est une personne qui m'a inspirée depuis longtemps. Il m'a vraiment inspirée sur la scène politique. Donc j'avais vraiment envie de suivre. Alors, Madame Bernadette, avant d'embrasser MDECO, vous venez d'abord quelque part, vous étiez dans un parti politique avant de venir au MDECO. Vous avez embrassé la politique seulement avec les MDECO? Bon, d'abord, est-ce que c'est important que je cite le parti politique ou... Non, juste votre parcours. C'est pas important de citer les partis politiques, mais juste votre parcours. Oui, j'ai déjà eu à être dans des partis politiques. Comme une personne qui a les ambitions, oui, j'ai eu à fréquenter des partis, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais aussi les relations internationales, donc c'est vraiment ma passion. J'ai eu à parcourir dans des partis, mais je peux dire que non, ça ne m'a pas vraiment attiré, ça n'a pas vraiment donné... je n'étais pas dans les bains. Pas vraiment ça peut faire déjà combien d'années que vous avez embrassé la politique? Je peux dire 4 ans à 5 ans déjà. 4 ans, 5 ans. Très bien, merci beaucoup. Alors, avec vous, monsieur Djoumaïli, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer avec les discours du pape. Le pape est retourné aujourd'hui, enfin, il n'est pas retourné, il est parti de l'autre côté. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions avoir, je vais avoir en fait votre analyse, vos impressions sur la présence du pape ici. Il a passé 3 jours ici en République démocratique du Congo, mais aussi sur son discours. Il a appelé les Congolais à l'unité. Au-delà du pape, j'aimerais aussi avoir votre analyse sur les discours du cardinal Ambo. Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais dire que le fait que le pape soit ici au Congo, cela démontre la sérieuxité des autorités congolaises. Cela démontre la maturation de l'État congolais. Parce que le pape, c'est une personne qui ne vient pas dans un pays sans pourtant qu'on l'assure. Qu'on assure les préalables qui sont sécuritaires, les préalables qui sont environnementaux. Et je pense que dans cet aspect des choses déjà, c'est quelque chose à féliciter à nos autorités parce que le Congo n'est pas le seul pays où le catholicisme est appliqué ou est mis en exergue,
mais les Congolais bénéficient de la visite du pape. Donc la première des choses, je suis en train de féliciter aussi le boulevard diplomatique ouvert par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il faudrait féliciter ce travail acharné. Ce travail où on a réuni avec... les gens de l'opposition disent que ce n'est pas la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi, mais c'était déjà dans le programme du pape. C'était dans son carnet. Si ce n'est pas de la diplomatie, qui nous donne un autre mot qui va remplacer la diplomatie. Si ce n'est pas de la diplomatie. Parce que lorsqu'il y a contact des personnes morales du plan de vie international qu'on appelle les États, cette science-là, qu'est-ce qu'on appelle? Ce n'est pas de la diplomatie. Je ne sais pas comment ces gens-là entendent les choses. Alors, vous savez, pour qu'un chef d'État, prenons le pape dans une double dimension, c'est un chef religieux et puis un chef d'État. Pour qu'un chef d'État vienne dans un autre État, il faudrait que les relations entre les deux États soient assainies, soient propres. Et partons dans les domaines politiques. Pour que le pape vienne visiter Félix-Antoine Tshisekedi, il faudrait que les relations entre le Vatican et le Congo soient des relations bonnes et puis assainies. Dans cette sphère de choses, est-ce qu'on ne parlera pas de la diplomatie? Je pense que les gens qui disent ça, il est venu premièrement comme un chef religieux. Il est venu premièrement. Non, il n'y a pas de premièrement ou deuxièmement. Il incarne des casquettes. On ne peut pas parler du pape sans pourtant omettre une casquette et laisser l'autre casquette. Quand on parle du pape, on voit la casquette religieuse, on voit la casquette politique. Le Vatican, c'est un État. Au-delà d'être un État, le pape, c'est la primauté, c'est la première autorité du catholicisme. Donc, on ne peut pas omettre. Déjà, ça du point de vue global, je félicite la sérieuxité de l'État congolais, je félicite les autorités pour l'organisation, pour le sérieux, pour la maturité aussi, parce qu'on a vu des choses qui se sont faites par spontanéité, des choses qui se sont suivies, des rendez-vous, le chronogramme qui a été placé a été respecté à la lettre, et ça, il faudrait féliciter l'État congolais. Alors, la deuxième des choses, je vais faire une analyse des contenus. L'analyse des contenus a trait au discours du pape, et je viendrai finir par le discours du cardinal Mosengo, que moi je trouve que c'est un discours pamphlétaire. Le discours du pape, c'est un discours, moi j'appelle un discours didactique. Pourquoi un discours didactique? Parce que ça conscientise, ça moralise la population congolaise et ses autorités. Le pape est venu dans un contexte où la sécurité de la République démocratique du Congo est en train de s'empérir. La sécurité l'insécurité prend le devant à l'est du pays. Alors, comme un père de l'Église, il a fallu mettre des mots qui doivent tempérer, qui doivent réunir, qui doivent prêcher. Alors, dans cet aspect des choses, vous allez comprendre que la thématique, la grande thématique ou le grand sujet du pape, c'était l'unification. Ça tourne autour de l'unité. Alors, je pense qu'étant que père de l'Église, étant que descendant de Jésus-Christ, il a prêché il a prêché des valeurs, parce que vous allez comprendre, même au stade des martyrs, il a dit aux jeunes de ne pas de répéter pas de corruption. Jésus-Christ a refusé la corruption, Jésus-Christ a refusé les antivaleurs. Donc je pense que dans cet aspect de choses, le pape a été correct dans son discours. Il a aussi prêché les prélats de pouvoir faire le travail, de ne pas pouvoir aimer trop d'argent, de pouvoir faire leur travail. Il a aussi prêché les autorités, de pouvoir bien faire les choses, de pouvoir incarner les valeurs. Donc moi je pense que le pape est resté dans sa peau du prélat, il est resté dans sa peau de père de l'Église, il est resté dans sa peau du pasteur, un pasteur qui nourrit spirituellement, qui nourrit moralement ses brebis. Ça c'est le pape. Mais il y a quelque chose où le pape laisse. Allez-y. Le pape fait son discours, mais ici nous avons encore un représentant du pape ici, qu'on appelle Mosengo, je m'excuse, paix à son âme, on appelle M. Ambongo qui représente le pape ici. M. Ambongo, au lieu d'être un prélat, lui il a préféré, au lieu d'être un homme il était clair, quoi. Il a préféré d'être un homme politique. Mais Ambongo s'est permis d'être un homme politique. Parce que vous allez comprendre, à chaque fois que le pape parlait, si 2 ou 3 mots, à la fin, il indexait le nom de Jésus-Christ. Il indexait le nom de Jésus-Christ. Pour vous montrer qu'au-delà d'être un chef de l'État, je porte ma casquette religieuse. Donc je suis censé toujours accourir ma mission du prélat. Alors, M. Ambongo nous a démontré, aujourd'hui, moi et vous, qu'il a une couleur politique. M. Ambongo nous a démontré qu'il a une tendance idéologique politique.
Je ne vais pas le dire ici, mais nous et vous, nous avons compris. M. Mbongo, lorsqu'il se présente devant le cardinal, il dit, le peuple que vous voyez, c'est un peuple qui souffre et qui est meurtri dans son âme. Alors je suis en train de réfléchir. C'est comme si M. Mbongo donnait rapport au pape. Mais est-ce qu'il a menti? C'est juste, c'est vrai ce qu'il a dit, non? Non, il a fallu qu'il soit clair. Parce que lorsqu'il parle de la souffrance du peuple congolais, moi je pense que c'est quelque chose qui est dans l'ambiguïté. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui cherchent la souffrance du peuple congolais sont multiples. À l'est du pays là-bas, quand les multinationaux viennent en exploitant illicitement et illégalement les richesses du Congo, ils cherchent aussi la souffrance. Il fallait qu'ils disent, monsieur, s'il voulait faire un discours politique comme il a fait, sa sainteté des papes, les multinationaux et le Rwanda cherchent la souffrance du peuple congolais, j'allais comprendre. Mais quand vous dites la souffrance du peuple congolais, c'est comme si vous incriminez les chefs de l'État. Si. C'est comme si vous incriminez les chefs de l'État. Et dans cette contexture de choses, les mots qu'a prononcé le cardinal n'avaient pas lieu, n'avaient pas sa place. Les cardinals, le pape apporte un message d'unité. Et toi, tu viens rendre compte. Et ça, le quoi là, nous nous battons, le père vient vous dire, bon, je n'ai pas besoin de savoir qui a fait quoi, mais arrêtez, vous êtes tous enfants d'une même famille. Mais toi, tu viens encore, tu dis, non, c'est lui qui a volé, c'est lui qui m'a tapé, c'est lui qui a commencé. Est-ce que le père a besoin de ça? Et puis mais c'était quand même important. Non, c'était pas important. De deux, parce qu'il y avait déjà un sujet, une thématique qui amorçait la venue du pape. Cette thématique, c'était l'unification. Tous unis en Jésus-Christ, je pense. Alors, s'il devait faire un discours, il devait être dans cette thématique-là. Ces propos viennent encore envenimer. C'est pourquoi moi j'ai dit ce sont des propos, un discours pamphlétaire. Ça vient encore envenimer. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans plusieurs médias, plusieurs personnes analysent les propos. Je ne sais pas s'il a fait dans le souci de chercher du buzz aussi. Bon, je ne sais pas si aussi les religieux cherchent le buzz. Mais moi, je pense que ça n'avait pas lieu. Et tant que père de l'Église, et tant que pasteur, il devait prêcher l'unité. Vous savez, hein, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il s'est rencontré avec tout homme et toutes sortes des hommes. Il était devant les politiques aussi, devant Pilate, qui est un politique, il était devant Hérode. Mais regardez les réponses de Jésus face à Hérode et face à Pilate. Jésus n'a jamais dénigré, n'a jamais haï Hérode ni Pilate. Et Jésus affirmait ce qu'il était. Il prêchait l'amour. Mais quand on est, on a la primauté dans une secte ou dans un religion, dans une religion, ça signifie qu'on incarne Jésus. Il faut transmettre, refléter les valeurs de Christ. Moi, je pense que dans cette allure de choses, M. Mbongo a tapé de côté. Moi, pour moi, j'ai vu que les cardinals, aujourd'hui, nous a montré ouvertement sa tendance politique. Et je dirais, aujourd'hui, il faudrait qu'ils réfléchissent mieux, qu'ils laissent la soutane. Mais le pape avait déjà appelé les Congolais à l'unité. Est-ce que c'était encore important pour lui de répéter la même chose? Je pose une question à ceux qui me suivent. Nous parlons du pape ici. Vous me posez la question du discours. Moi, je dis non. Et d'ailleurs, les léopards se sont éliminés à la CHAN. On n'a pas bien joué sur Tissingo. Non, je ne pense pas qu'il a tapé à côté. Vous allez comprendre. Non, il n'a pas tapé à côté. Vous allez comprendre que je ne suis pas dans les thèmes. Il y a un thème. Il y a une thématique. C'est l'unification en Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu dois faire comme discours doit se marier avec ces thèmes-là. C'est comme ça que se font les choses. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Et puis, moi, je suis en train de me demander, les cardinals rencontrent au pape. C'est comme si le pape gérait le Congo, il y avait une ingérence. Voilà le peuple. Donc, le président est là. Le président n'a plus la primauté. C'est plus lui la première institution du pays. Maintenant, tu peux rendre compte à une autre personne. Donc, il y a ingérence. C'est le pape qui est le président du Congo. Voilà là où nous sommes. Voilà là où nous sommes. Pensez-vous que le discours du pape aura vraiment l'impact dans la vie des Congolais? Ça a déjà eu de l'impact. Comment? Ça a déjà eu de l'impact. Je vais vous faire rire. Nous avons vu un monsieur qu'on appelle et lui-même s'appelait soi-disant président élu. Je ne vais pas citer le nom. Oui, Martin Fayou m'a dit. Allez-y, oui, allez-y. Le président élu et le président de la République étaient là, non? Le président élu et le président de la République étaient là. L'homme du troisième penalty, celui qui a déclaré sa candidature avant le congrès, il était là aussi, non, l'homme du Lubumbashi, il était là.
À part ça, il y a les Charman qui étaient là. À part ça, il y a le vénérable président Gabriel Mokia qui était là aussi, que je salue. Hein. Vous voulez que ça soit quoi? Vous voulez l'unité dans quelle manière? À part ces têtes d'affiche que j'ai citées, il y a ceux que nous on appelle les Lingala, les Mbolombolo. Ils étaient aussi là, non? De toutes les tendances politiques, ils étaient là. L'unité, vous voulez voir ça de quelle manière? Vous voulez voir. Et j'ai compris une chose. J'ai compris qu'il y a des gens qui font des théâtres en politique. C'est-à-dire? Je l'ai compris. Parce que lorsque on s'est dit, soi-disant président élu, il fallait qu'on soit à côté du pape. C'est comme si c'est vous qui représentez les pays. Mais j'ai compris aussi qu'il a fallu qu'il y ait une doublure du pape, qu'on fasse une photocopie du pape, pour mettre la photocopie du pape à côté du président élu. Mais j'ai compris qu'il y a seulement un seul président. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui incarne le président élu, qui incarne l'homme du troisième penalty, celui qui a prononcé le congrès, celui qui a prononcé sa candidature avant le congrès. Et j'ai compris aussi le président Félix Tshisekedi et le président du président Gabriel Mokia Mandembo. Excusez-moi pour la tautologie. Merci beaucoup, monsieur Diomaye. Alors, Madame Bernadette, voilà. Et vous serez candidate en 2000 aux élections? Évidemment. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire quoi, ces pronostics que vous serez candidate en 2020? Bon, en fait, ce qui m'a poussé, je suis sûre que j'étais claire dès le début pour dire que j'ai les ambitions politiques. Donc, voyant vraiment ce qui se passe actuellement, parce que la vie, c'est comme, il y a d'autres qui disent, c'est comme une pièce de théâtre. Chacun joue son rôle et laisse la place aux autres. S'il y a des personnes qui nous ont précédés, nos vieux qui nous ont précédés, c'est que nous aussi, les jeunes, nous avons quelque chose à apporter dans les pays. Nous avons de certaines choses que nous devons changer en tout prix. Nous avons des choses qu'il faut changer, nous avons certaines choses qu'il faut modifier, apporter. Donc, ce que nous avons, parce que certes, le vieux ont des connaissances, ont des sagesses, mais nous aussi, en tant que jeunes, nous avons aussi quelque chose que nous pouvons dire. Parce qu'en Lingala, on dit, moi, quelqu'un peut me voir, je suis jeune, mais j'ai aussi une tête que je peux mettre en jeu pour le bien-être de la population, pour le bien-être du Congo. Donc ça me motive et je me sens que non, si le Congo m'offre une chance de me retrouver sur la scène politique, bien sûr je ferai des choses, des exploits et pour de bonnes choses. Donc je travaillerai vraiment pour le bien du Congo en général. Comment vous êtes déjà en train de vous préparer pour gagner les élections en 2020? Bon, se préparer, c'est préparer d'abord la psychologie de la population. Très bien. Parce que quand vous faites la sensibilisation, c'est pas seulement avec les matériels, les choses là. Laver d'abord la tête, faire comprendre aux gens que non, il faut donner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il faut juger avec la tête, réfléchir. Cette personne ici, si on lui donne la chance de devenir notre député un jour, qu'est-ce qu'il pourra faire bien sûr pour le bien de la population? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour le bien du Congo? Qu'est-ce qu'il peut faire comme travail? Donc d'abord, sensibiliser et appeler à la conscience de tout et chacun. Donc laver la conscience, c'est ce qui importe vraiment. Ce n'est pas le matériel parce qu'il y a d'autres personnes qui aujourd'hui, pour battre les campagnes, pour peut-être être élu, il faut donner des choses. Ces choses-là, si tu peux donner du sel, des habits aujourd'hui, ça va s'abîmer. Mais vous n'apportez rien en fait pour l'intérêt de la population. Là-bas, sur la scène politique, mais vous n'avez rien à contribuer. C'est toujours important de donner quand même. Au-delà de tout, il faut donner quand même pour motiver la population. Il y a quelque chose que je vais vous dire par là. Donner les habits, les choses, bon, c'est bien bon. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Allez-y. Parce qu'il y a quelque chose de chiens qui sont restés dans la tête de Congolais. Comment ils font ça? Il y a certaines choses qui sont restées. Ils savent que quand quelqu'un veut devenir député, il faut qu'il nous donne des choses, des mungwa, des choses pareilles pour qu'on puisse les voter. Et puis, c'est vraiment des choses, je peux dire que les Congolais, à ce stade-là, excusez-moi, à ce point-là, ils ne réfléchissent pas. Parce que ce sont les mêmes personnes qui partent leur donner des habits. Quand ils te donnent un polo, tu lui votes à Zunae. Donc, pendant les 5 ans, il y a d'autres qui ne rentrent même pas. Vous allez faire la différence. Bien sûr. Quand je vous dis ça que je suis comme ça, c'est le même discours. Non, c'est pas le même discours.
c'est pas le même discours. Quand un député part dans sa circonscription pour dire que non, votez-moi, je vais vous faire ceci, je vais vous donner des habits, il y a d'autres qui partent loin pour dire que non, je vais faire des ponts, je vais faire quoi? L'eau et l'électricité, je vais améliorer ça dans votre... Dis-moi un peu, toi un député, tu n'es pas un chef de l'État, tu n'es pas qui que ce soit, avec quel budget tu vas aller régler toutes ces choses-là. Dis-moi, c'est avec quel budget. Donc, tu n'as pas cette prérogative-là de dire aux gens que non, je vais venir jeter des ponts, je vais venir faire ceci. Appelez la conscience de tout et chacun. Dites-leur que moi, j'ai de valeurs morales, j'ai de choses comme ça, j'ai de projets, j'ai une tête bien faite. Que si aujourd'hui je me retrouve sur la scène politique, je me retrouve député. Pensez-vous qu'avec ce système-là, avec ces méthodes-là, on va vous voter vraiment? Bien sûr, ça je crois. Ça, je le crois parce que c'est ce que je suis en train de faire. Il faut d'abord laver la psychologie de l'homme congolais pour qu'il comprenne qu'il faut donner la chance à une personne qui change les choses. Parce qu'on ne peut pas aller au même rythme parce que nos vieux se sont habitués de donner des promesses pour qu'on leur vote que nous aussi, nous allons donner des promesses qu'on ne peut pas réaliser. C'est pas ça. Nous, on ne doit pas donner des promesses que nous ne sommes pas sûrs qu'on va réaliser parce que nous, notre rôle, on part porter la parole du peuple. On porte la parole parce que si, peut-être si la population dit qu'on n'a pas d'électricité, on part seulement donner la parole. Regardez la population de tel coin, n'ont pas de l'eau, n'ont pas d'électricité. Si vous pouvez en fait faire quelque chose. Et puis c'est au gouvernement de juger, de prendre des dispositions, s'il est à mesure de répondre à ces besoins-là. Nous ne serons pas seulement dans les régimes là, on doit donner des promesses, on doit donner des miettes d'argent, des choses comme ça pour qu'on puisse nous voter. Parce que c'est pas l'argent en fait qui représente notre rôle, c'est pas... nous devons changer les choses en fait, devons révolutionner les choses. Nous devons changer. Donc je l'estime, j'ai la conviction que avec notre façon de faire, nous vaincrons. Merci. Moi, je vais parachever à ce que madame a dit. Allez-y rapidement. En fait, je comprends la nécessité de la formation au sein du MDECO. Vous allez comprendre que madame est en train de répertorier ce qu'elle a pris au MDECO. Elle est en train de répertorier l'image du parti, l'image du président Gabriel Mokia. Le président nous a dit on doit changer les paradigmes, on doit choisir le modèle. Madame voulait tout simplement dire que un député a des fonctions et des missions traditionnelles. Comme vous lisez l'article 100, on vous dit, les missions d'un député, premièrement, c'est légiférer, deuxièmement, c'est contrôler l'action du gouvernement. Donc, quand tu veux aller conquérir ta population, il faut faire un travail psychique. Ça signifie qu'il faudrait lui démontrer que je ne viendrai pas pour construire un pont, pour mettre de l'électricité, mais je viendrai pour prendre tout ce qu'il y a comme difficulté, l'amener là-bas. De venir prendre tout ce qu'il y a comme difficulté, de l'écrire et de les transformer en une loi. Et cette loi-là va vous permettre d'en bénéficier. Là, ça prend toujours du temps. Et c'est compliqué. Madame, vous savez une chose. Nous avons, madame l'a dit, il ne faudrait pas marcher comme tout le monde. Si tu veux être comme tout le monde, tu vas mourir aussi comme tout le monde. Oui. Il faudrait changer de paradigme. Quand on est chef de l'État signifie quoi? C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi fait. Quand on est député, la députation signifie quoi? Le mot député signifie quoi? C'est qu'un élu du peuple. Et nous sommes dans la notion étatique où il y a la séparation du pouvoir. Il y a des prérogatives, il y a des attributions. Les députés portent des prérogatives et des attributions. Donc, ça signifie que quand tu as la fonction du député, tu dois incarner les prérogatives et les attributions de cette fonction. Et c'est lorsque, quand tu vas aller conquérir la population, tu vas baser ton discours sur les prérogatives et les attributions de cette fonction. Mais c'est depuis la nuit des temps, je l'ai dit dans un média quelconque, depuis 2006, c'est qu'on a habitué, on a acculturé le peuple congolais à un rythme d'illettrisme électoral. Ça signifie lorsque on vient vous conquérir le voix, il faut qu'on vous donne un polo, il faut qu'on vous donne 5 000 francs. Je me dis à ceux qui nous suivent, on te donne 5 000 francs, on te donne 5 000 francs. Est-ce qu'on va vous voter? On te donne 5 000 francs, on te donne 5 000 francs pour vendre ton sort de 5 ans. On te donne 5 000 francs pour que quelqu'un aille dormir au Parlement. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. C'est pourquoi madame a dit qu'il faut faire un travail psychique, un travail psychologique. Nous, au MDECO, on le fait. Nous le faisons avec nos cadres, nous le faisons avec nos membres, avec nos militants. Et partout où nous sommes, on leur dit, voilà,
on veut bien gérer les pays, mais pour gérer les pays, voilà les mécanismes, voilà les étapes, voilà les phases. Et vous allez comprendre que chaque membre de l'IMDECO va répertorier tout ce que nous faisons chez nous. Je vous donne encore un exemple pour conclure. Un parti politique a 3 fonctions. Celui de sélectionner, de former et d'encadrer. Alors, si un parti politique n'entre pas dans ces fonctions, il dévie. Et lorsqu'un parti politique dévie, il produit ce qu'on appelle les inutiles pour la société et pour l'État. C'est pourquoi vous allez comprendre que certains partis politiques produisent des corrompus, produisent des malhonnêtes, produisent des voleurs et des personnes qui dégagent des antivaleurs. Mais quand un parti politique est affilié à ses fonctions, comme nous, le MDECO, vous allez comprendre qu'on va produire les dames comme les Bernadette, une dame qui est consciente, une dame qui te fait sortir les mots psychologie. Quand les autres partent dire, il y a tout ça, la chida, il y a une psychologie. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc c'est pas ça. Pensez-vous que ça sera facile? Réunir les gens sans pour autant donner nos fils qu'à 5 000 francs. Ça sera facile. Les voyages de 100 km commencent par 1 km. Les voyages de 100 km. Socrate disait ceci. Un grand maître de la philosophie, lorsqu'il voulait te transmettre un vrai savoir, par sa démarche de la maïotique, il disait, je dois d'abord détruire le faux savoir qui est en toi, pour que je puisse t'inculquer le vrai savoir. Tant qu'on ne détruit pas les faux systèmes, il n'y aura pas moyen d'inculquer les vrais systèmes. Nous détruisons les faux systèmes, le faux paradigme, la mauvaise manière et habitude pour faire entrer le jeu. Je sais que... Mais ça va prendre du temps pour détruire ces faux systèmes. Ça ne pose pas problème. L'essentiel, mais les élections, c'est dans quelques mois. Nous les faisons, nous. Vous pensez que lorsque nous venons, moi je vais dire parloter, lorsque nous venons réfléchir à la télé, ça ne signifie pas qu'on fait un travail acharné. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la copie-collée d'un travail que nous sommes en train de faire, que nous avions commencé à faire depuis la nuit des temps. Et je pense que vous allez comprendre les modèles électoraux du MDECO et les modèles électoraux de certains partis politiques sera différent. Et les typologies des candidats du MDECO et les typologies des candidats des autres partis politiques sera différent parce que nous, on part sur un modèle légal, un modèle qui est traditionnel. Nous sommes en train de nous affilier au concept État. Et le concept État nous donne certaines lignes de conduite. C'est en ça que nous allons faire. L'argent, c'est quelque chose de très important. Mais il faudrait le savoir utiliser à bon escient. Par exemple, si on est là, on doit acheter de l'eau aux gens. Est-ce qu'on peut refuser d'acheter de l'eau? Parce qu'on sait que de l'eau est importante. L'eau est importante pour la vie humaine. Mais s'il faut distribuer de l'argent pour corrompre une personne, moralement pour me voter, j'ai dit non. Je préfère perdre que distribuer de l'argent. Parce que j'ai tué la vie. C'est pas genre la corruption, partager ce que vous avez avec les autres, avec la population. Non, vous savez, je suis politique. Votre base d'ailleurs. Je suis politique, j'ai plusieurs bases. Mes bases savent. Lorsque je partage avec eux, je ne partage pas dans l'idée qu'ils me votent. Je partage dans la charité. Je ne partage pas étant que politique, je partage étant que Diomaye. Un politique, lorsqu'il partage avec un arrière-idée, c'est lui de lui voter. Vous ne pouvez pas avoir, il ne peut pas vous dire, pas tout le monde quand même, pas tout le monde. Je suis politique, madame. Je suis un politique avéré, politologue de formation. Merci. Un politique, lorsqu'il te donne à gauche, il va réclamer à droite. Merci beaucoup, Monsieur Diomaye. Merci beaucoup, Madame Bernadette. La situation sécuritaire de l'Est. Le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, l'IAC en sigle, demande des éclaircissements supplémentaires et urgents aux autorités congolaises sur l'expulsion des officiers rwandais au quartier général de la force régionale de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pour rappel, les 3 officiers rwandais ont été expulsés le 30 janvier dernier par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour des raisons sécuritaires. Notons que la RDC accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du M23 qui agressent sa partie est depuis plusieurs mois. Monsieur Diomaye, aujourd'hui, partant de cette information, aujourd'hui on peut comprendre que l'IAC n'est pas là pour la République démocratique du Congo. Si vous dites qu'elle n'est pas là pour la République démocratique du Congo, alors il est là pour qui? C'est juste que... Mais apparemment, il est en train de nous combattre encore. Non, c'est juste que l'œuvre humaine est toujours remplie des imperfections.
on peut être expert, mais on n'est pas exclu des erreurs. Il faudrait déjà admettre cette première hypothèse. Je pense que nous allons partir sur cette base. Alors, l'EAC, et la force militaire de l'EAC, c'est un bénéfice qui est légal pour tout État qui est des communautés des États de l'Afrique de l'Est. Alors aujourd'hui, la RDC en bénéficie. Mais il faudrait savoir les écrits et l'applicabilité, il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique. Alors, la théorie nous dit qu'on doit en bénéficier pour permettre que la sécurité ou la crise qui a frappé les pays du point de vue sécuritaire puisse être résolue, mais la théorie nous montre autre chose. Alors moi je pense que dans tout ce que nous sommes en train de voir, nous avons un gouvernement qui est autonome, indépendant, souverain. C'est un gouvernement qui n'est dicté ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Alors je pense que le gouvernement prend ses résolutions. Le gouvernement est en train de prendre les résolutions. Le gouvernement a trouvé mieux de pouvoir expulser les généraux rwandais. Qui suis-je pour remettre en cause la décision du gouvernement? Étant que légaliste et puis étant que défenseur du pouvoir. Mais c'est le même gouvernement qui nous avait dit qu'il n'y aura pas des officiers rwandais. Non, en fait nous sommes dans une sphère internationale. La RDC a les autres compagnons, les personnes morales d'autres États qui participent. Et la charte n'a pas été, la charte des États de l'Afrique de l'Est n'a pas été rédigée par le Congo. Donc c'est quelque chose de commun. Alors s'il y a une disposition à l'intérieur, la RDC ne doit pas contredire ces dispositions. D'ailleurs la RDC doit subir ces dispositions comme les autres États doivent aussi la subir et doivent aussi les subir, plutôt les contenus de ces dispositions. Alors ces contenus-là, il a fallu que les forces armées proviennent de tous les États. Et on les subit, mais lorsque nous voyons qu'il y a une anomalie, le gouvernement congolais prend ses résolutions. Et puis vous allez comprendre, le gouvernement congolais opère comme son président sur des angles, sur l'angle de la diplomatie et puis sur l'angle militaire. Diplomatiquement, le Congo est très flexible, il est très large. Vous allez comprendre que pour comprendre la tactique et les stratégies utilisées par Félix Antoine Tshisekedi, il faut être un stratège. Ils sont très larges, très ouverts pour amener l'ennemi à pouvoir se démontrer. C'est comme ça qu'on fait les choses. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir tout ce qui se passe au Congo, vous allez comprendre que c'est facile qu'on dise que c'est le Rwanda qui attaque. Parce qu'au préalable, on a appliqué des stratégies et des tactiques qui ont poussé le Rwanda à se démontrer. Aujourd'hui, le monde entier, les langues internationales disent haut et fort que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais pour qu'on arrive là, il a fallu des tactiques diplomatiques, des tactiques bien appropriées. C'est de cette manière-là. Mais il n'y a pas une solution jusque-là? Non, les solutions sont là. Mais les répercussions de ces solutions-là ne sont pas vraiment satisfaisantes. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut nuancer. Les solutions sont là, exactement. L'état des sièges, c'est une solution. Aujourd'hui, l'EAC, c'est une solution. L'état des sièges, échec total jusqu'à présent. Je pense, lorsque vous dites échec total, je rejoins messieurs avec qui vous ressemblez en tout cas. Comment ça? Je comprends. C'est qui? Je comprends. Allez-y, allez-y. Quand vous dites échec total, je commence à dire, Madame Estine aussi a bu la dose d'hier de la communion ou quoi? Allez-y. Il n'y a pas échec total, madame. L'état des sièges aujourd'hui, si nous avions la résurrection du M23, c'est les résultats politiques du MDECO. Parce que l'état Comment ça se vient, MDECO? Et plutôt de l'état des sièges. Excusez-moi d'être baptisé par mon cher. Je comprends, mon cher beau parti que j'aime beaucoup. Allez-y. Alors, l'état des sièges aujourd'hui, c'est les résultats du M23 plutôt. Pourquoi? Parce que l'état des sièges voudrait que les militaires puissent gérer cette zone. Alors, quand les militaires gèrent la zone, il y a une certaine sécurité qui est accentuée. Il n'y aurait plus d'insécurité et les exploitations illicites et illégales n'existeraient plus. Pour que ces choses-là continuent, il faudrait ressusciter les groupes armés. C'est pourquoi vous allez comprendre que les M23, a ressuscité. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a état de siège, vu que cette dose de sécurité va être accentuée, il faudrait le faire. Donc l'état de siège, c'est le résultat du M23, de la résurrection du M23. L'état de siège aujourd'hui a démontré qu'il y a plusieurs Congolais, tant dans l'armée
tant dans l'administration, tant dans la société civile, qui traitent indirectement avec le M23. Vous avez vu, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous avez vu parce que vous êtes une journaliste avérée. Allez-y. Au début de l'état de siège, il y a plusieurs Congolais vivant au Kivu qui ont été arrêtés pour collaboration avec les M23, qui ravitaillaient en bien, en eau, en nourriture les M23, qui cachaient même les armes du M23. Et s'il n'y avait pas l'état de siège, comment tout ça on devait le savoir? Madame, je pense que lorsque vous dites que l'état de siège est un échec, je comprends de quel camp vous êtes. Je comprends qui vous représente. Je suis journaliste, je suis au milieu du village. Au milieu du village, mais vous ne pouvez pas dire l'état de siège c'est un échec, madame. Je suis estomaqué lorsque vous le dites. Moi, je pense que l'état de siège aujourd'hui a ses résultats, mais il faudrait seulement, du point de vue légal, qu'on ajuste les temps de cet état de siège. Parce que lorsqu'on met 15 jours, on proroge après 15 jours, j'aimerais que le constituant, dans les prochains mandats de Félix Tshisekedi, lorsque nous allons réviser quelques dispositions constitutionnelles, que cette disposition constitutionnelle aussi entre en cause, quand il y a état de siège, que la temporalité de l'état de siège soit élargie. Merci beaucoup, Monsieur Diomaïl et Madame Bernadette. Je me reposais une question de curiosité. Êtes-vous déjà enrôlé? Oui, bien sûr. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur terrain? Bon, je vais dire, je n'ai pas vraiment rencontré des difficultés, hein, sauf qu'il y a beaucoup de monde qui voulait s'enrôler, donc il faut peut-être sacrifier une journée pour le faire. Bon, à part ça, je n'ai pas vraiment trouvé de difficultés. Les gens disent que les opérateurs de saisie sont trop lents, ça ne marche pas, il n'y a qu'une seule machine, c'est compliqué et tout. Non, je donc ne sais là pas où si ça se c'est dans passe très d'autres bien. centres, mais là où je me suis fait enrôler, tout était normal. C'était normal, il y avait de machines. Ça se passe très bien. Ça se passe vraiment bien. Avec votre base. Oui, oui, ça se passe vraiment bien. Bon, je n'ai pas trouvé de difficulté. Hein. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Diomaïl, on va finir avec vous. Et puis je reviens à Madame Bernadette. Qu'est-ce que le régime en place a changé sur le plan justice sociale, éducation et autres? Je pense que si vous m'aviez posé cette question au début, nous allons faire une analyse décortiquée. Vous me posez cette question à la fin pour que je concluse. Allez-y, allez-y. Non, je comprends. Moi, Monsieur Diomaïl, allez-y. C'est hypothèse. Non, au fait, je dis ceci. Vous me posez en 3 secondes. Mais veuillez répondre, s'il vous plaît. Je comprends. Vous êtes en train de consommer encore. C'est mon temps. Je comprends. Allez-y. Je comprends quelle couleur maintenant. Allez-y. Je vais essayer de survoler. Allez-y. Je sais que la population congolaise est en train déjà de palper. Sur le plan justice aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont restructurées. La justice aujourd'hui, c'est une justice pour tous. Ce n'est pas une justice partielle. Pauvres, riches, petits ou grands, vieux ou adolescents, qui sont indépendantes. La justice, exactement, j'emprunte votre vocable. La justice congolaise aujourd'hui, je voulais dire, c'est une justice indépendante. Ça, c'est du point de vue global plutôt. Alors, je veux peut-être vous balancer dans quelques vocables. 2006, la Constitution a été promulguée. Et l'article 1 de la Constitution nous donne une caricature de l'État congolais. C'est un État démocratique, un État laïque et un État de droit. Alors, depuis 2006, le concept État de droit restait théorique. Mais l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir reprend cette expression État de droit pour la concrétiser. Ça, c'est quelque chose à encourager. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous avions connu une démocratie théoriquement, mais pratiquement nous sommes en train de palper. Moi, j'ai vu depuis que nous avions commencé, depuis Félix Tshisekedi, avez-vous vu une chaîne de l'opposition être fermée? Moi, je vous dis non. Non. Mais sous ces gens-là, que je ne vais pas citer. Mais je vous dirais qu'il y a des arrestations, les gens qui passent à la télé, lorsque tu passes à la télé, tu dis quelque chose, tu glisses quelque chose, après il y a des arrestations. Je vais vous dire une chose, on arrête une personne quand il y a des faits infractionnels. Quand tu dis des choses, ces choses ne vont pas au-delà de ce que disent les règles du droit, on ne va pas t'arrêter. Mais quand tes paroles subites
des faits infractionnels, il faut qu'on t'arrête. Si. C'est comme si tu dis, Monsieur Joe Maye, je vais te tuer. Ça, ce sont des menaces qui étaient dites contre moi. Vous voulez qu'on vous laisse ça? Non, nous sommes dans un état de droit, madame. Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, moi je dirais, c'est les Josué de la République démocratique du Congo. Pourquoi je fais cette similitude, cette comparaison avec Josué? Parce qu'il a eu son père, Moïse, qui est le Kondo Etienne Antoine Tshisekedi, qui a fait une lutte. Et aujourd'hui, lui, il nous amène vers la terre promise. Pour entrer dans la terre promise, il a fallu que les Israélites qui venaient de l'Égypte pour entrer dans la terre promise, pour aussi que le Congo se développe, il a fallu que les mauvais régimes, les mauvaises habitudes, les mauvaises choses, les mauvaises pratiques laissées par la Kabylie, je cite, puissent être mises de côté, puissent être élaguées. Et enfin, nous allons construire un nouveau Congo. Je pense. Alors, vous allez construire. Nous construisons. Ok, heureusement. Nous partons sur les bases d'un nouveau Congo. Nous partons sur les bases où l'embargo est enlevé. Vous, depuis que vous êtes né, vous avez toujours connu le mot embargo. Le Congo a toujours navigué sous l'embargo. Mais aujourd'hui, quand on parle du Congo, le Congo achète. Les armes sont embargo. Avec ENA de la MONUSCO. Non. Mais oui. La MONUSCO, c'est une structure de l'ONU. Alors, pour que cette structure passe, il y a une formulation. Il y a une procédure. Vous allez comprendre, madame. Nous ne sommes pas dans la théorie du Big Bang, où il faudrait que tout naisse comme ça, tout finisse comme ça. Non, tout est procédural. Ça commence par A pour finir par B. Et le ENA va s'achever. Félix Antoine Tshisekedi va revenir en 2024. La MONUSCO va partir. Je pense que le Congolais, un Congolais sérieux, un Congolais qui aime son pays, va redonner la majorité absolue à Félix Antoine Tshisekedi. Va redonner la confiance à Félix Antoine Tshisekedi comme nous le faisons. Et je profite dans ces caméras pour les redire encore. Nous, le mouvement des démocrates congolais, nous n'avons pas d'autres candidats. Nous n'avons pas d'autres partenaires politiques que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le partenaire privilégié de M. Gabriel Mokia, qui est mon président. Merci beaucoup, Madame Bernadette. On va finir avec vous. Quelle est votre vision politique pour votre cher beau pays? Ma vision politique pour mon cher et beau pays, comme vous avez bien dit, ma vision est que nous puissions toujours demeurer, parce que le Congo, je peux dire, c'est un pays, c'est un État indépendant, que nous puissions demeurer dans l'indépendance, que nous puissions être des personnes qui ne peuvent pas être intimidées ou dictées par d'autres personnes ou par d'autres puissances. Que nous soyons aussi parmi les grandes puissances. Que si on va citer des pays qui sont parmi les grandes puissances sur la scène internationale, que le Congo aussi soit cité. Que nous soyons un État où il y aura une référence. Parce que nous avons des richesses, nous avons trop de choses, donc il faut que nous investissions avec ça. Que nous soyons un pays vraiment où les noms sera cité, que nous sommes riches pour que nous soyons un pays riche, un pays prospère, un pays développé en fait, qui est le développement sous toutes ses formes, qui est la révolution et toutes ces choses. C'est ce que j'ai en tête. J'ai vraiment les soucis que mon pays vraiment soit reconnu et puis soit sur le rang des grandes puissances mondiales. Merci beaucoup, Madame Bernadette. Merci beaucoup. Monsieur Joe Maye. Je vous en prie pour votre hospitalité et puis votre disponibilité de pouvoir toujours nous accueillir, d'accueillir le MDECO et notre personne. En tout cas, vous êtes, je l'ai dit aux médias parce que je le profite, vous êtes quelqu'un à féliciter. Merci beaucoup. Je me permettrai de dire que je vous ai vu commencer, je vous ai vu avancer, je vous ai vu exploser médiatiquement. Et je dirais aussi aux autorités de cette chaîne de pouvoir bien vous garder parce que vous êtes inégalable. Merci beaucoup, Monsieur Joe Maye. Amis téléspectateurs, merci beaucoup. Ça n'est fini aujourd'hui. On se verra la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous les jeunes du MDECO. Avec eux, nous avons parlé sur leurs partis politiques, mais aussi sur les actualités. Alors, merci beaucoup à l'équipe technique. On se verra la semaine prochaine. Bonne suite de programme.